je voulais remercier l'Université populaire de nous donner cette occasion de débattre. On cherche cette année avec le comité d'orientation à travailler sur les questions de bien commun. Et donc, il y aura d'autres séances dans l'année autour du sujet. Voilà, le comité d'orientation donc, qui prépare ces soirées est ouvert aux bonnes volontés, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Et aussi, nous avons la chance aujourd'hui d'avoir des livres tout au bout de la salle de la librairie Mot à Mot, principalement de François Dubé, voilà, qui est ici avec nous. Voilà, donc tout à l'heure, vous pourrez aller en acheter. Voilà, donc notre thème. Alors, c'est le titre qu'on avait trouvé, c'était Mixité sociale en milieu scolaire, entre mythe et réalité. Voilà, en fait, la hiérarchie des ségrégations en France, dans la hiérarchie des ségrégations en France, la ségrégation scolaire se trouve au premier rang, enfin dans les premiers rangs. Mais en même temps, on trouve peu de personnes qui disent ne pas vouloir lutter contre. Donc voilà. Et d'ailleurs, la question de la mixité sociale, en particulier dans le secondaire, mais pas seulement, semble être la norme souhaitée par l'éducation nationale. On l'a vu nous en tant que, parents d'élèves, voilà. Mais dans un cadre de baisse des moyens de l'éducation nationale qu'on constate sur le terrain, comment faire réellement progresser tout le monde dans des établissements où il y aura statistiquement une bonne mixité sociale? Voilà, comment considérer cette question de la mixité sociale dans les établissements scolaires? Donc, voilà, alors on a invité 3 intervenants que peut-être je présenterai plus en détail tout à l'heure. Donc, peut-être dans cet ordre-là, Cécile Quinson, François Dubé et Vianney Arjobin, dont je dirai plus de détails. Peut-être encore pour poser un tout petit peu plus le sujet, la question de la mixité sociale dans les établissements scolaires, est-ce qu'on peut la considérer comme un objectif? Donc, comme une réelle ségrégation existe dans certains établissements, et en particulier dans des établissements privés de centre-ville, comment faire bouger la situation? On pense à certaines réorganisations de la carte scolaire, quels moyens pour atteindre cette mixité? Est-ce qu'on peut considérer aussi la mixité sociale comme une réalité dans certains établissements, quand même? Donc, quand elle existe, qu'est-ce qu'on peut en dire? Comment ça se passe? Qu'est-ce que ça apporte? Voilà, bon. Et puis aussi, faut-il la voir comme un leurre, c'est-à-dire le vrai problème pouvant être pour certains ailleurs. Donc, et sans moyens, on assigne les élèves aux difficultés sociales rencontrées par leur famille, leur quartier, une sorte d'école de la reproduction. Enfin, on en parlait. Voilà. Donc, quel lien avec les inégalités sociales et spatiales dans les quartiers prioritaires de la ville? Voilà. Donc, c'est beaucoup de questions, bien sûr. On va pas tout, on va pas réussir à trouver des réponses à tout, mais ça nous dit un peu la largeur du questionnement qu'on peut se faire autour de ça. Donc, pour répondre à ces questions, on a demandé à François Dubé, ou peut-être je vous représenterai à chaque... juste avant de vous donner la parole, ce sera peut-être plus... Voilà, donc excusez-moi, pour reprendre l'actualité du sujet, la question de la mixité sociale a aussi été et un peu aussi réapparue avec cette publication l'année dernière des indices de positionnement social, donc qui donnait une sorte de, je sais pas si on peut, un indice quoi, une évaluation de chaque établissement.
Et on voulait vraiment revenir, avant de commencer, précisément sur cette notion et peut-être la présenter à l'échelle de Fontenay avant de donner la parole aux intervenants. Et donc c'est comme ça que je passe la parole à Yacine. Merci. Merci, bonsoir à tous. Donc, voilà, comme l'a dit Claire, je vais vous parler très rapidement des indices de position sociale à Fontenay. Alors, j'aime bien quand même toujours commencer par rappeler que dans notre Constitution est inscrit le droit à l'éducation, l'accès à l'éducation, notamment dans le préambule de la Constitution 46. La nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture. L'organisation de l'enseignement public, gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l'État. Donc c'est quand même un principe qu'on doit avoir en tête, même s'il est écorné à longueur de temps. Voilà, alors donc pour venir à la question des IPS, donc c'est l'indice de position sociale, c'est un outil statistique qui a été créé par le ministère d'Éducation nationale en 2016 et qui au départ était un outil utilisé uniquement en interne. Donc j'ai pas poussé énormément la question, savoir comment il était utilisé précisément, mais bon, c'est un outil statistique pour mesurer dans les différentes écoles et établissements pour caractériser la fréquentation en termes de classe sociale dans les écoles et les établissements. Et il a été utilisé notamment dans certains départements pour décider comment répartir les moyens, par exemple pour l'enseignement prioritaire. Donc jusqu'en 2021, ce sont des statistiques qui n'étaient pas publiées. Et c'est en juillet 2022 que, suite à une décision du tribunal administratif de Paris, donc le ministère a été obligé de publier ces chiffres. Donc la décision du tribunal, elle portait sur les IPS dans les écoles et les collèges. Et puis peu de temps après, le ministre Papendiaï a annoncé qu'il publierait les IPS pour les écoles, les collèges et aussi les lycées. Voilà, donc c'est important de voir un peu précisément ce que ça recouvre, hein, parce que en fait très souvent on entend les gens qui disent ah oui c'est ce qui donne le niveau de réussite des établissements, etc. Donc bon, on n'en est pas là. Hein. Mais comme je disais tout à l'heure, c'est en fait l'IPS, il indique la composition sociale de l'école ou de l'établissement en question. Donc pour dire très rapidement la façon dont ce truc-là est construit, donc il y a une espèce de grille en fait qui est faite une fois pour toutes, et donc où on assigne une correspondance en fait entre la profession des deux parents, enfin les professions des deux parents, et un score, en fait un nombre entre 38 et 179 qui indique si le contexte familial correspondant est plus ou moins favorable aux apprentissages. Donc c'est-à-dire que à partir d'une enquête à grande échelle qui a été menée en 2008, on va se rendre compte que par exemple là si je prends la première ligne, lorsque la mère est employée de commerce et le père est policier, eh bien statistiquement il va y avoir plus ou moins telle probabilité que l'enfant dispose de tant de pièces à la maison, que les parents que la famille ait telle ou telle pratique culturelle, etc. Et à partir de quelques variables comme ça, on écrase tout en fait sur un nombre, donc qu'on appelle l'IPS. Donc vous voyez là dans le tableau des exemples d'indices pour un couple de métiers. Et puis ensuite sur une école donnée ou un établissement, on va faire la moyenne des IPS des élèves. Donc là je vous ai donné un exemple très simple, enfin complètement fictif. Hein. Vous voyez, si vous avez 56 élèves avec un score A, 18 élèves avec un score D, 26 élèves avec un score E, donc en tout ça fait 100 élèves,
Donc vous faites la moyenne pondérée. Voilà. Bon, donc bon, c'est sûrement, enfin, il y a sûrement à discuter comment c'est construit et tout ça, mais bon, au moins ça donne une indication. Alors, je sais pas si ici c'est lisible. Ah ouais. Ah, la première, on va rester sur la première. Donc voilà, donc comme c'est public, ben on a fait une petite carte avec toutes les écoles, collèges et lycées de Fontenay. Et on voit très nettement. Hein, donc j'ai mis donc la moyenne sur la ville c'est 110, et j'ai mis en rouge les établissements qui sont en dessous de la moyenne. Bon, oui c'est ça. Et en bleu ceux qui sont au-dessus. Donc il y a un seul établissement privé, c'est Jeanne d'Arc. Donc ils font 142. Donc vous voyez que c'est 30 points au-dessus de la moyenne. Et sinon, tous les établissements qui sont au sud de la ligne de crête sont au-dessus. Donc ça veut dire qu'ils sont fréquentés essentiellement par des enfants de familles plus favorisés scolairement. Et à droite, exception faite de l'école élémentaire Michelet et du collège Joliot-Curie, on est entièrement en dessous de la moyenne. Donc, en fait, c'est pas le seul indicateur des inégalités qui existent dans notre ville. Hein. Il y a plusieurs autres facteurs. Enfin, si vous regardez, ça reflète réellement les deux, on va dire, typologies de population qui habitent la ville. Voilà. Merci. On y reviendra tout à l'heure avec l'intervention de Monsieur Orgebin. Non, je pense qu'on va se déplacer vers le centre là, juste pour que je puisse être avec vous. On va dire ça comme ça. Très bien. Professeur émérite à l'Université de Bordeaux, ancien directeur de recherche à l'École des hautes études en sciences sociales. Donc, parmi vos premiers travaux, on trouve des études sur des jeunes de quartier. Je sais pas. J'avais entendu de Lyon, mais tout à l'heure, vous parliez des Minguettes. Donc, les deux ou... C'est pareil. Oui, d'accord. Donc, vous aviez écrit La galère, jeune en survie, en 1987. J'ai vu qu'il était là-bas aussi. Voilà. Vous avez travaillé sur l'école et en particulier sur la question du collège, au point d'accepter de participer comme conseiller à des réflexions à ce sujet du ministère de l'Éducation nationale. Plus récemment, vous observez et questionnez la société sur ses capacités à créer encore aujourd'hui des solidarités. En 2020, vous avez publié avec Marie Durubella « L'école peut-elle sauver la démocratie ?» et vous y interrogez l'apparente méritocratie du système scolaire français et le renforcement de l'injustice dans la réussite scolaire. Et vous gardez l'espoir et l'idée que l'école est un creuset pour la société et la démocratie. Je ne sais pas si ça vous va, mais pas tout à fait l'espoir, c'est ça, vous êtes désespérés. Vous nous direz ça après. Donc à ma droite, il y a Cécile Quinson, enseignante en primaire, à l'école Jules Ferry de Fontenay, donc qu'on a vu dans la partie plus basse, actuellement en formation. Vous êtes représentante syndicale, donc secrétaire départementale de la FSU de Créteil, du Val-de-Marne, pardon, et vous siégez aujourd'hui à la formation spécialisée en santé et sécurité au travail. Voilà, entre autres, j'imagine. Voilà. Et puis ensuite, nous avons Vianney Orgebin. Vous êtes aussi enseignant, finalement, cette fois comme professeur d'histoire-géographie en collège, ici à Fontenay aussi. Nous vous avons invité à un autre titre, celui d'élu, en particulier d'adjoint à l'éducation de la ville de Fontenay. Et vous avez débuté votre mandat en 2020. Voilà, vous êtes aussi élu au conseil régional d'Île-de-France. Voilà. Bon, après, vous pourrez ajouter des choses chacun, si vous voulez, bien sûr, sur
présentation. Donc je vais donner d'abord la parole à François Dubé. Ah bah, voilà, bah, vous avez un micro, alors ça. Bien, merci. Merci de m'avoir invité. Je vais m'en tenir à une présentation générale du problème. Ensuite, vous êtes beaucoup plus concerné que moi par les solutions qui sont pas véritablement faciles. Alors, je voulais commencer par rappeler que la grande école républicaine, qui a donné son nom d'ailleurs à la plupart des écoles, les Jean Basset, les Jules Ferry, etc., c'était une école assez franchement ségrégée. Bon. On vit dans une légende scolaire qui est très, très extraordinaire. Les enfants du peuple allaient à l'école du peuple. Bon. Les enfants de la bourgeoisie allaient quelquefois à l'école du peuple. La plupart du temps, ils allaient au petit lycée. Les filles allaient dans des écoles de filles. Les garçons dans des écoles de garçons. Et d'une certaine manière, ça ne scandalisait pas parce que les destins sociaux étaient beaucoup plus importants que les parcours scolaires. Je veux dire que on a de magnifiques enquêtes qui montrent qu'encore à la fin des années 50, les enfants d'ouvriers jugés excellents par leurs instituteurs iront beaucoup moins souvent au lycée que les enfants de cadres jugés médiocres. Ce qui fait qu'on va au lycée, c'est sa naissance. Tout le monde a lu Les Héritiers. Alors il y a quelques boursiers qui d'ailleurs ne cessent de raconter leur vie de transclasse et nous épuisent par leur succès. Voilà. Mais pour l'essentiel, c'est un monde de classe. Voilà. L'école est républicaine parce qu'elle a une culture commune, etc. Mais c'est une école de classe dans son organisation. Et c'est peu contesté. C'est très étrangement peu contesté par les syndicats parce que ce qui compte, c'est d'abord ce qui se passe dans le travail, dans l'usine, plus que ce qui se passe dans l'école. Tout ça va changer au début des années 60 avec la massification scolaire. Parce que la massification scolaire change complètement les règles du jeu. Elle dit maintenant, c'est plus le destin qui commande, c'est le mérite. Et on va rentrer dans l'école de l'égalité des chances. C'est-à-dire que une professeure des écoles, aujourd'hui, dit aux élèves, si tu veux t'en sortir, tu n'as qu'une solution, il n'y en a qu'une, tu réussis à l'école. Voilà. Autrefois, elle disait, tu es fils de paysan, tu seras paysan. Bon, maintenant, c'est plus comme ça. Si tu seras ouvrier si tu t'es planté à l'école. C'est pas parce que ton père était ouvrier, parce que tu t'es planté à l'école. Ça change tout dans l'expérience, évidemment, scolaire des élèves. Alors, c'est mon grand âge qui me permet de dire ça, parce que moi, j'ai connu, je suis né au bon moment où on est passé d'un système à l'autre, au fond. Mais j'ai connu les deux dans une large mesure. À partir du moment où on entre dans l'école de masse, c'est-à-dire tout le monde va au collège, ça se sanctionne en 1975, puis quasiment tout le monde va au lycée. Évidemment, la question qui se pose et qui devient écrasante est celle de l'égalité des chances. Est-ce que l'école garantit l'égalité des chances? Ils font que le mérite va se jouer, ou bien est-ce qu'en fait c'est truqué parce qu'il n'y a pas vraiment d'égalité des chances? Voilà. Ou est-ce que l'école n'est pas vraiment équitable? C'est la question qui se pose, et depuis on vit tous dans cette critique permanente. L'école ne parvient pas à établir l'égalité des chances. C'est une question qui émerge assez tard dans le débat politique. La question de la ségrégation scolaire, elle émerge assez tard. Et c'est au fond Savary, le ministre de l'Éducation de Mitterrand, qui a le mérite de la poser et qui va créer les ZEP, les zones d'éducation prioritaire, disant il y a des écoles qui sont très défavorisées, il vous donnez plus de moyens. Je signale d'ailleurs qu'il s'est heurté à beaucoup de difficultés, en disant c'est une atteinte à l'égalité républicaine, puisqu'on est un pays qui fait semblant de croire que le lycée Henri IV et le lycée Pablo Neruda, c'est le même. Bon. Parce qu'il est républicain et français. Et tout le monde veut se foutre de ses gosses à Henri IV et pas à Pablo Neruda. Je signale au passage ce très léger détail. Bon. Je dis Pablo Neruda parce qu'il s'appelle en général Pablo Neruda. Chez nous, c'est Picasso. C'est Picasso. Oui, Aragon, enfin vous choisissez dans la mythologie ce qui vous arrange, je ne sais pas. Voilà. Donc, voilà. Le problème va apparaître à ce moment-là, et à ce moment-là, on va évidemment considérer que la manière de regrouper les élèves pose un problème d'équité. Pourquoi? Je vais extrêmement vite. Parce que si vous regroupez les élèves
les élèves par à la fois leur origine sociale et leur, on va dire, et leur performance scolaire. C'est-à-dire, et souvent c'est la même chose. C'est-à-dire, alors c'est la même chose en moyenne, c'est pas la même chose en distribution. C'est-à-dire qu'il y a heureusement de très bons élèves d'origine modeste et fort heureusement quelques cancres d'origine favorisée, mais en moyenne, ça reste très fortement indexé sur l'origine sociale. Et donc, là, on a beaucoup d'études qui montrent que si vous regroupez les élèves faibles ensemble, ils progressent peu. Ils progressent peu. Ce que tout entraîneur sportif sait, d'ailleurs, je le signale au passage, si vous mettez des mauvais footballeurs ensemble, ils sont moins bons. Voilà. Bon. Donc, ils progressent peu. Il se crée une norme scolaire, comme la norme scolaire, au fond, s'adapte aux élèves. Les choses, c'est bien normal. Les enseignants sont moins ambitieux. Dans un collège qu'on appelle populaire difficile, on consacre à peu près un quart d'heure par heure à dire « sortez vos cahiers, écoutez-moi, je répète ce que j'ai dit la dernière fois, machin, tu te tais, etc. » Un quart d'heure par heure, ça fait qu'à la fin du collège, il y a l'équivalent d'une année scolaire qui a été consacrée à établir l'ordre dans le collège populaire. Et les autres, dans le collège pas populaire, bien évidemment, ils ont fait cours pendant ce temps. Donc les écarts se creusent par la manière de regrouper les élèves. Ça, c'est la donnée la plus objective. Si vous regroupez les élèves par niveau, scolaire et social, vous creusez les écarts. Bon. Ça, c'est évidemment, ça va expliquer beaucoup de choses, en particulier le choix des parents, y compris des parents enseignants, pour leurs propres enfants, qui sont traités d'une manière très différente de leurs propres élèves. Bon. Donc, ça rejoint. La deuxième chose, en revanche, qu'on sait qui est bien, et ça toutes les enquêtes le montrent, c'est que si vous regroupez, si vous mélangez les élèves, les meilleurs ne perdent pas et les moins bons gagnent. C'est-à-dire que si vous arrivez à faire des établissements ou des classes mixtes, les meilleurs ne perdent rien, et ça c'est très difficile d'en convaincre les parents des meilleurs, que leurs enfants ne perdront pas, ils resteront meilleurs, ils se rassurent, mais ils ne perdront pas, le niveau ne tombera pas, et les moins bons vont gagner. Alors, rassurez-vous, les moins bons ne deviendront pas les meilleurs, mais ils seront moins mauvais. Ça, c'est le premier avantage. Et le second avantage qui pousse, oui, si on veut de la mixité, il faut savoir pourquoi. Autrement, c'est une déclaration de principe. C'est bon la mixité, parce qu'elle élève le niveau des plus faibles, pas beaucoup, mais un peu. Et c'est surtout bon en termes civiques. C'est-à-dire que la mixité scolaire fait que ne se crée pas dans les établissements les plus ségrégés une culture antiscolaire que tous les profs connaissent bien. C'est-à-dire que dans l'établissement difficile, entre guillemets, les garçons vont, on va dire, enquiquiner lourdement celui qui travaille bien, parce que s'il y en a un qui travaille bien, au fond, il collabore, au fond, c'est un lèche-bot, etc., etc. Parce qu'il se crée des cultures, il peut se créer des cultures antiscolaires. Moi, j'ai bien étudié ça. C'est presque quand vous êtes les mauvais ensemble, c'est une dignité que de refuser le jeu scolaire. Ce qui se comprend. C'est une affaire d'honneur. Bon. Voilà. Donc, vous voyez, c'est un enjeu mixte. Si vous voulez que les établissements ne brûlent pas pendant qu'il y ait des émeutes, il faut qu'ils soient mixtes. Autrement, si on est tous les mauvais ensemble, non seulement on n'est pas bon, mais on est contre l'école. Il se crée une culture antiscolaire. Je parle principalement, évidemment, du collège. Alors, ça, c'est ce qu'on sait, et maintenant, on le sait bien grâce aux normes IPS, qui, vous l'avez très bien décrit, mais tient compte du niveau scolaire des parents. Donc, c'est très fiable. C'est un outil. Je n'ai pas vu de contester cet outil, il est extrêmement fiable. Alors, maintenant, pourquoi c'est si difficile de créer de la mixité scolaire? Alors ensuite, je vous passerai le ballon pour que vous disiez comment on peut faire. La première raison, évidemment, c'est la carte. Alors, il y a encore 30 ans, les républicains les plus fermes disaient on n'a qu'à appliquer la carte scolaire. Sauf que la carte scolaire, elle est le reflet des inégalités sociales. Les gens des arrondissements chics de Paris sont très, très favorables à la carte scolaire.
Et les gens des quartiers les plus difficiles sont très très hostiles à la carte scolaire parce qu'ils disent non seulement je vis dans un quartier qui n'est pas facile, et en plus on m'oblige à mettre mes gosses dans le quartier qui n'est pas facile. Je signale d'ailleurs que l'école est toujours plus ségrégée que le quartier. C'est-à-dire que le collège du quartier difficile a un public plus difficile que le public du quartier, parce que ceux qui ont pu fuir sont partis. Donc la carte, c'est évidemment un outil. D'ailleurs, ça marche très bien. Je signale que en termes de mixité, la mixité a plutôt augmenté en France en moyenne ces dernières années, parce que les quartiers sont plutôt plus mixtes. Dans les petites villes, il n'y a pas de problème. Quand vous avez le choix entre un collège ou un collège, bon, ben, le collège, il est à la figure de la vie. Évidemment, ce qui se passe, c'est qu'on a les deux extrêmes de l'éventail se séparent. Alors, les riches se séparent. Alors, dans le privé, oui, mais dans le public aussi, je veux dire qu'il faut... Enfin, je sais que... Il y a un marché scolaire. Et dans ce marché scolaire, le privé joue un grand rôle, mais le public joue aussi son rôle. Je peux vous assurer que la manière dont les lycées Henri IV, Louis le Grand et autres ont défendu leurs privilèges n'avait rien à enlever à Saint-Louis de Gonzague. Grosso modo, la bourgeoisie d'État préfère le public, la bourgeoisie d'argent préfère le privé. Les prolos, dans les deux cas, ne sont pas véritablement concernés. Donc il faut quand même bien comprendre ça. Et donc vous avez la carte qui est un problème, évidemment, parce que la carte, si vous la rigidifiez, ça fait que les gens vont fuir encore plus. Ah oui. On a un cas qui s'est passé à Noisy-le-Grand il y a quelque temps, quand on a voulu redéfinir la zone de recrutement du collège le plus difficile de Noisy-le-Grand. Ça a explosé, y compris dans les rangs de la FCPE et autres, parce que les gens disent oh, c'est pas parce que j'habite dans ce quartier qu'on va m'obliger à aller dans le collège où aucun enseignant ne met ses gosses. Excusez-moi, petite vacherie locale, mais quand même, imaginez que vous ayez à l'hôpital et que dans cet hôpital, les médecins vous disent moi, quand je suis malade, c'est pas là que je vais me faire soigner. Bon, ça refroidit quand même les enthousiasmes. Donc, vous avez l'effet carte et l'effet réputation, l'effet fuite. Alors pourquoi c'est très compliqué? Pourquoi c'est très compliqué? Parce que la carte, elle est ce qu'elle est, on peut la redéfinir, on peut faire des choses, mais c'est pas si simple. Mais surtout, l'effet carte est accentué par l'effet choix. L'effet choix, c'est les riches font le choix, ils se regroupent. Alors, la stratégie, elle est connue, c'est je choisis le public le meilleur, et si ça ne marche pas, je prends le privé. Je signale d'ailleurs que vous avez en France aujourd'hui 20% des gamins qui sont dans le privé, ce qui est beaucoup, et 40% qui y passent dans le privé. C'est-à-dire que presque un élève sur deux va passer au moins une fois dans le privé. Alors, généralement, c'est au collège que les affaires sérieuses commencent au collège. Alors pourquoi ça se joue de cette manière et aussi fortement? C'est parce qu'un des effets non voulus, non anticipés de la massification scolaire, c'est que les diplômes devenant l'école ayant le monopole du tri des individus, ayant le monopole de la définition de leur mérite, les parents, quels qu'ils soient, considèrent que la réussite scolaire des enfants est l'enjeu éducatif essentiel. D'ailleurs, vous l'avez sans doute remarqué en tant qu'enseignants l'un et l'autre, les parents informés se comportent comme des coachs. Choisissent les loisirs, le machin, le piano, pas pour la musique, mais parce que l'apprentissage du piano, c'est une discipline qui sera utile en maths. On choisit les fréquentations, on choisit évidemment, on choisit une langue, l'allemand c'est mieux que l'anglais, qui est évidemment tellement mieux que l'espagnol, le latin c'est tellement mieux que l'allemand, tout le monde s'en fout du latin. Non, si vous n'aviez des cours de latin que pour l'intérêt intrinsèque du latin, je peux pas vous dire que
un établissement scolaire dans l'académie parisienne suffirait. Bon. Donc, ça se comprend, c'est une conduite que ça ne sert à rien de le condamner. Je veux dire, dès lors que les parents sont convaincus que le destin social de leur enfant est défini par le niveau scolaire qu'ils auront à 15 ans, les leçons de morale ne servent à rien. D'ailleurs, je signale que les enquêtes qu'on a là-dessus, que le fait que les parents soient de gauche ou de droite n'a pas l'ombre de la queue d'un impact sur cette question. On a même de très belles enquêtes sur la bourgeoisie parisienne, je ne dis pas les bobos, qui va vivre dans les quartiers plus mixtes. Les gens trouvent ça très agréable de vivre avec d'autres qu'eux-mêmes, sauf à l'école. Le supermarché, le club de foot, mais l'école, la question. C'est un enjeu essentiel. Donc, si vous ne levez pas le monopole scolaire du tri des individus, je dirais qu'on est quand même un peu mal barré. Donc, aujourd'hui, c'est un problème extrêmement compliqué, qui fait que vous avez des appels permanents. Nous avons tous un désir de mixité scolaire, en général, et des choix personnels qui sont plutôt la préférence pour l'inégalité scolaire. On voit même, d'ailleurs, il y a des enquêtes, le type qui connaît ça l'a mis en France, le citoyen qui s'appelle Julien Grenet. C'est un économiste de l'école d'économie de Paris, qui montre que la qualité supposée de l'établissement impacte directement le prix du foncier. Bon. On a même un cas assez marrant où on avait obligé, dans le 20e, je crois, on avait obligé deux collèges, l'un chic et l'autre pas chic, chacun d'un côté de la rue, parce que souvent ça se joue très près, à se mixer, et les gens du collège chic ont demandé, d'être indemnisés sur le prix de leur logement. Si on est obligé, si notre truc tombe dans le collège nul, paf, notre logement perd sa valeur, il faut que vous indemnisez. Donc, voilà, c'est un véritable problème, et c'est un problème essentiel. C'est-à-dire que c'est un problème essentiel en termes d'égalité scolaire. Nous aurons dans quelques jours les dernières enquêtes PISA qui vont montrer, que le niveau scolaire des élèves français est loin d'être formidable, mais surtout qu'il est incroyablement inégalitaire, puisqu'on est dans les 31 pays de l'OCDE, celui dans lequel les écarts de performance entre les 25% les meilleurs et les 25% les plus faibles est le plus grand. La dernière enquête sur le niveau de quatrième montre qu'un gamin sur 4 a des difficultés pour prendre balle. Donc, c'est un problème considérable. Mais c'est un problème extrêmement difficile à régler, parce que, je répète, vous avez la carte c'est pas la carte et le territoire, mais vous avez la carte et le choix des familles. Donc, que faire? Les dispositifs de soutien aux établissements les plus faibles ne compensent pas. On a toutes les enquêtes qu'on a faites sur les REP+, etc. Alors, les évaluations disent toujours « ça serait pire si on ne l'avait pas fait ». Ce qui est bien, mais ça n'a jamais renversé la tendance. Il y a même aujourd'hui des collèges, peut-être en connaissez-vous, des collèges REP+, qui demandent à sortir de l'étiquette REP+, parce que ça leur colle comme un stigmate, qu'ils ont préféré avoir moins de moyens, mais au moins pas avoir cette étiquette collée à la peau. Alors, que faire? C'est compliqué. Il y a plusieurs manières de faire. Par exemple, il y en a une qui consisterait à dire on va atténuer les inégalités, la ségrégation, enfin, les inégalités sociales en créant des inégalités scolaires au collège. C'est-à-dire, vous dites, le collège redevient mixte parce qu'on crée des classes d'excellence. On regroupe les très bons élèves. Alors ça, c'est sympa pour la mixité sociale, mais pour la mixité scolaire, c'est une abomination des abominations. Vous creusez les inégalités. Vous remettez les bancs ensemble avec, évidemment, les profs débutants, je vais vous dire quelle classe ils auront, etc., etc. Donc, vous voyez que c'est un problème qui est quand même très compliqué. J'ajoute que c'est un problème civique. Parce que si on continue comme ça, l'écart entre le privé et le public
s'est creusé de 7 points durant les 5 dernières années. Le privé a gagné 7 points d'IPS par rapport au public. Donc, c'est clair, les riches se regroupent. Mais ça ne scandalise pas grand monde que les riches se regroupent. La conséquence, évidemment, c'est que les pauvres sont regroupés, aussi, sont ségrégés. Et la conséquence, évidemment, c'est une perte de confiance dans l'école. Il ne faut pas se raconter... Enfin, si vous choisissez votre établissement, c'est que vous n'avez plus confiance dans l'école, vous voulez avoir la main sur le choix, et si vous êtes dans l'établissement ségrégé, vous n'avez pas le choix de ne pas avoir confiance, mais les collèges brûlent quand il y a des émeutes. Quand même, on montre qu'il y a une forme de défiance. En tout cas, que l'école n'a pas assez d'autorité pour empêcher les élèves, certains élèves, de mettre le feu. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, pour terminer rapidement sur une note optimiste, en 2016, Najat Vallaud-Belkacem a lancé un programme qui est assez limité, mais qui consiste à dire, puisqu'on ne peut agir ni sur le choix des parents en haut, ni sur la carte en bas, il faut redéfinir les établissements au niveau local. C'est-à-dire qu'il faut avoir des politiques locales, qui ne seront pas les mêmes partout en France, et qui n'ont pas été les mêmes partout en France, pour dire comment on rapproche telle école de telle autre, qui sont séparées de 15 minutes, dont l'une est très ségrégée et dont l'autre est très favorisée. Alors ça a été fait sur 80 collèges, et ça marche plutôt. Il y a des cas, il y a un cas très célèbre de succès, c'est Toulouse. Vous savez que Toulouse a une cité au milieu, qui est la cité du Mirail, un collège qui atteint tous les scores négatifs d'IPS. Ça a pris des années pour dire on casse le collège, on met des lignes de bus gratuites, il faut convaincre les parents que leurs gamins prendront le bus, on va convaincre les collèges de classe moyenne, ce qui n'a pas été simple, vous imaginez, d'accueillir des gamins de ce collège du Mirail. Ça a marché. Ça a pris des années. Ça a pris des années à Montpellier, où on a fait la même chose. Ça marche. Il y a même des cas où on a mis le privé dans le coup. Il y a même des cas où on a mis le privé dans le coup. Parce que le privé, il veut gagner sur le marché, mais dans beaucoup de cas, il souffre un peu de cette réputation de poissonneux quand même. Il aimerait bien avoir des enfants d'origine moins favorisés, parce que la logique du marché, c'est que ça devient des trucs hyper riches. Donc, il semblerait que quand on agit au niveau local, en ne trouvant pas forcément les mêmes solutions, on peut trouver des réponses. Alors, je pense, par exemple, à une réponse qui a été faite, je crois que c'est dans le 19e, où on fait des montées alternées. Je ne sais pas si vous connaissez ce système. Des rentrées alternées, c'est-à-dire on mélange, les 6e rentrent dans ce collège, l'année suivante, ils rentrent dans l'autre collège, et on a, comme ça, on mélange. Et les parents l'acceptent parce que ça ne fait pas baisser le niveau des meilleurs. J'insiste beaucoup. Il faut arriver à convaincre les parents que le niveau des meilleurs ne baissera pas. Mais vous voyez à quel point c'est compliqué, parce que ça n'est pas qu'une affaire de moyens. C'est pas qu'une affaire de moyens. Si vous mettez plus de moyens dans un collège qui ne marche pas, et qui continue à faire avec plus de moyens ce qui ne marche pas, ça ne marche pas. Ça coûte plus cher, c'est tout ce qu'on peut dire. C'est comme la diminution du nombre, puisque vous êtes professeur des écoles, du nombre d'élèves par classe. Si vous diminuez le nombre d'élèves par classe pour faire une autre pédagogie, ça marche. Si vous faites strictement la même pédagogie que vous faisiez avec 25, avec 18, ça coûte plus cher. Voilà. Donc, je crois qu'aujourd'hui, la balle est dans le camp des départements pour les collèges, des associations de parents, des chefs d'établissement, et ça a marché quand il y a eu des heures et des heures et des heures de discussion pour convaincre les parents de jouer le jeu. Mais ça peut marcher. Mais je voulais simplement dire que quand même le problème n'est pas véritablement facile, parce que ça fait partie de ces problèmes, c'est comme les bouchons.
bouchons sur les rocades. Nous condamnons tous les bouchons sur les rocades parce que nous prenons la rocade. Voilà. Et quand je suis dans le bouchon sur la rocade bordelaise, je dis tous ces cons qui ont pris la rocade bordelaise, dont je fais partie, évidemment, ce qui ne facilite pas les solutions aux problèmes. Et je crois qu'il faut avoir ce courage et sortir de l'imaginaire politique français, je le dis nettement, qui est la rue de Grenelle décide, et ça va se passer. Quand la rue de Grenelle décide, il ne se passe rien. Voilà. Merci beaucoup, François Dubé. Alors, je ne vais pas essayer de résumer pour faire la transition. Je dirais juste, du même coup, vous avez vous-même fait la transition vers le local, hein, vers les interventions qui sont à venir. J'ai quand même noté que vous mettiez beaucoup de responsabilité sur les familles, hein, dans leurs choix, etc. Enfin, voilà. Et puis, cette question donc, de la carte scolaire comme, soi-disant... Enfin, un levier possible, voilà. Et donc je vais passer la parole à Cécile Quinson pour que tu nous dises un peu, voilà, localement, et puis peut-être ce rapport, voilà, comme en tant que syndicat, il y a quand même ce rapport à l'éducation nationale comme institution. Et voilà. Même si on n'obtient pas tout par là, il y a des choses qui peuvent éventuellement venir de là. Peuvent être. Ok, alors je n'avais pas prévu de parler tout de suite de la carte et du local, mais c'est pas grave, je vais soit j'y viens maintenant, soit j'y reviens. Fais comme tu l'avais pensé. Oui, parce que en fait, en réfléchissant un peu sur ce sujet, hein, ce qui est un super vaste sujet en fait, la mixité sociale, je reprendrai. Tu disais dans ton introduction un objectif, une réalité, un leurre. Donc j'ai renoté ça parce que c'était intéressant. J'ai lu plein de choses, et notamment, j'avais envie de commencer par ça, mais au XVIe siècle, François Miron, responsable de la sécurité à Paris, évoquait dans une lettre à Henri IV la nécessité de mélanger les petits artisans et ouvriers et les gros et dodus, pour éviter la rébellion des quartiers pauvres contre les quartiers riches et le pouvoir. Je trouvais ça assez rigolo quand même de remarquer qu'au XVIe siècle, on se posait déjà cette question. Et surtout, la solution, c'était pour pas qu'il y ait de bagarre, hein, c'était une volonté politique. C'était en fait pour parler un peu de volonté politique, parce que je pense qu'effectivement, de projet politique, je crois qu'il y a un vrai projet politique dans la mixité sociale, et que cette volonté politique, pour l'instant, la conception de l'école républicaine, c'est pas, voilà, la fonction de l'école, c'est pas la diffusion du plus large des savoirs, en fait, hein, large. Mais c'est la détection des plus méritants. Donc c'est l'école au mérite, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Or, donc je voulais parler un petit peu de la FSU et des mandats de la FSU, hein, sur l'école. C'est au-delà d'un socle commun, nous, la conception, c'est plutôt une culture commune. Et si on arrive à construire une culture commune à l'école, cette culture commune, elle fait aussi partie de la mixité sociale, à mon avis. Une culture commune qui permet l'émancipation, qui permet, voilà, qui ne va pas sur pas seulement un lissage culturel, mais aussi faire une différence culturelle et intégrer tout le monde, en fait. L'enjeu de la mixité sociale, en fait, à l'école, c'est, pour nous, c'est la réduction des inégalités scolaires. Ça passe par là. C'est un idéal, en fait, de coexistence entre les individus, dans la mesure où il ne conditionne l'égalité des élèves entre les élèves à aucune autre qualité que celle, en fait, de leur statut d'élève et de sujet politique. C'est donc, enfin, à mon sens, hein, dans ma réflexion, je me disais que c'était vraiment un projet éducatif sociétal. Hein, c'est une société où, voilà, nous, ce qu'on demande et vers là où on veut aller, c'est ça, c'est vraiment la construction d'un commun. Hein, et cette idée de culture commune, je trouve qu'elle est importante. C'est malheureusement, en fait, voilà,
la bataille qu'on mène depuis des années et des années, hein, puisque il y a quand même depuis mal d'années maintenant la remise en cause du collège unique, voilà, on revient là en ce moment, et ça c'est une vraie crainte, c'est aussi ça, c'est qu'on fait un retour en arrière. Il y a eu une progression en fait avec le collège unique, il y a eu quand même eu une volonté quand même d'intégrer tous les élèves et d'arriver à aider tous les élèves. Et là, on a un fort retour en arrière de la mise en cause du collège unique, la réforme du lycée professionnel, la réforme du lycée aussi, hein, qui a un petit peu éclaté aussi tout ça, et qui en fait montre que la volonté politique, en fait, c'est la collaboration avec le monde de l'entreprise, hein, c'est dès le début du collège, c'est la volonté, en fait, voilà, alors, avant, on se disait, les enfants disaient, bon, moi, je serais comme mes parents, je serais paysan, je serais ouvrier, voilà, il n'y avait pas Et puis, avec le collège unique, il y a eu effectivement une augmentation des enfants qui sont allés au lycée, des enfants qui passent le bac, etc., et qui vont vers les diplômes. Mais finalement, l'inégalité, elle est toujours là. C'est-à-dire que c'est l'école au mérite, et c'est ceux qui auront effectivement plus de facilité sociale, en fait, qui iront vers des formations plus diplômantes, et on reproduit finalement les inégalités comme ça. Mais en fait, voilà, on est, j'ai envie de dire que la mixité sociale à l'école, c'est justement, pour nous en tout cas, notre volonté, c'est qu'il y ait l'idée de mélanger effectivement les élèves. Ça ne change rien effectivement pour les meilleurs, mais ça porte énormément en fait ceux qui ont un peu plus de mal. Et on trouve en ce moment qu'il y a pas qu'en ce moment d'ailleurs, ça fait un moment déjà, qu'il y a des choses qui sont inquiétantes qui reviennent sur le terrain là. On parle de classe de niveau, on reparle de classe de niveau, on parle d'orientation en 5e. Enfin, je pense qu'on a une espèce de retour en arrière de choses comme ça qui vont encore creuser les inégalités, parce qu'on sait que, enfin, toutes les recherches, en fait, tous les chercheurs en pédagogie vous diront que c'est pas la bonne solution, que c'est pas ça, en fait, ça marche pas comme ça. Mais je pense que c'est une volonté politique. Donc, pour en revenir à ce que je disais au début, c'est qu'en fait, on est aussi dans une volonté politique qu'il faut, nous, qu'on combatte, mais qui est là, et qui est compliqué à combattre. En fait, on maintient le privilège de classe, on contrôle la reproduction sociale par l'école, toujours, enfin, c'est ce que font les gouvernements qui se succèdent, hein. Mais voilà, on parle des élèves décrocheurs en disant mais il vaut mieux qu'ils partent de l'école plus tôt, parce qu'en fait ils s'ennuient à l'école et que c'est pas bon, finalement ils y restent. Mais pourquoi, en fait? Parce qu'on leur offre pas en fait ce qu'il faudrait qu'on leur offre à ces élèves. Parce qu'il faut donner un sens. Et que le sens de l'école, que ce soit pour les élèves, pour les enseignants, enfin tout ça, ça a un sens. Les élèves, effectivement, si on les met pas dans une pédagogie qui donne du sens à ce qu'ils font, ils décrochent, forcément. Alors on parle de moyens, c'est vrai que les moyens, on peut effectivement, il est reconnu hein, que baisser les effectifs dans une classe, ça peut être bénéfique. Ça a été demandé d'ailleurs, puisqu'il y a eu là, pour le budget 2024, il y a 1700 postes supprimés dans le premier degré. Or, il avait été demandé par les organisations syndicales, notamment par la FSU, mais par d'autres aussi, qu'au lieu de fermer des postes et fermer des classes, du coup, c'est de profiter de cette baisse des effectifs pour baisser la baisse de la démographie, pour baisser les effectifs dans les classes. C'est profitable, et ça je suis d'accord avec François Dubé, c'est profitable si effectivement on a aussi
une autre façon de travailler. Là, on est dans des programmes avec un... Alors là, du coup, le socle commun qui n'est pas la culture commune, hein, mais le socle commun qui est maths, voilà, français, donc les fondamentaux. On va vers encore plus de fondamentaux, puisque maintenant, avec les évaluations quatrième, c'est une catastrophe. Donc, oh là là, on va revenir encore plus sur français, maths et voilà, fondamentaux. Sans penser, sans imaginer qu'en fait, non, en fait, ça marche pas. Enfin, ça fait des années qu'on le fait. Donc, et puis des réformes qui se suivent, qui se succèdent et que nous, on n'a pas le temps d'analyser, en fait. C'est-à-dire que nous, sur le terrain, les réformes, tout ce qui se passe, ces réformes, les programmes qui changent à chaque ministre, nous, on ne suit pas. Hein. Nous, on ne peut pas suivre là-dessus. Enfin, bon, donc, soit on fait autrement parce qu'on tient notre liberté pédagogique, donc on essaye de construire quand même, avec les programmes qu'il y a, mais au mieux, mais avec aussi le problème un peu de la remise en cause de la liberté pédagogique, parce qu'on impose de plus en plus aussi aux enseignants des formats, des manuels, des formats, des choses, il faut qu'ils fassent... On crée ce formatage aussi au niveau de la formation initiale. Donc du coup, on a de moins en moins de collectifs aussi, et ça c'est important aussi de le dire, parce que des collectifs de travail qui travaillent autour de la pédagogie. Donc du coup, on se retrouve dans des formations, voilà, qui formatent en fait aussi les jeunes enseignants. Et ensuite pas de formation continue, donc du coup on va aller vers des... Voilà. Donc on peut réduire effectivement les effectifs dans les classes si on ne change pas de notre façon de fonctionner. Je ne suis pas sûre que ça fonctionne, je ne suis pas sûre que ça aide plus en fait. On est quand même dans un système scolaire qui est quand même assez ancien, qui est assez lourd, qui est assez... c'est l'école de Jules Ferry, hein, et on a, pour arriver en fait pour revenir sur la mixité sociale à l'école et la faire vivre, il faut aussi pouvoir modifier nos pratiques et pouvoir d'abord élargir le champ de la pédagogie, le champ de ce qu'on apprend aux élèves, et pas seulement maths, français et fondamentaux, parce que tout le reste est super important aussi. Apprendre à réfléchir, apprendre à penser, apprendre à devenir... citoyens, enfin bon, il y a tout des apprentissages qu'on perd, qu'on est en train de perdre. Enfin moi, ça me fait un peu peur parce que c'est vrai qu'on c'est de moins en moins possible. Mais je pense que c'est toujours pareil. Hein, je pense qu'il y a une volonté politique derrière et que nous, on continue à se battre contre ça. Mais c'est vrai qu'il y a cette volonté-là. Donc, c'est important de le dire. C'est aussi, pour revenir sur les besoins quand même, là je parlais des besoins effectivement de moyens, hein, des baisses des effectifs, avec autre chose, mais avec aussi de la formation continue et avec aussi le renforcement des mouvements pédagogiques justement, pour aller voir ailleurs, pour voir comment on peut faire autrement. Qu'on fasse autrement en fait, sinon ça... Sur la carte scolaire, alors sur Fontenay, pour mon expérience sur Fontenay, moi j'ai travaillé à Pierre-de-Mont et puis ensuite à Jules Ferry, donc sur les deux côtés, sur le point rouge et le point, c'était vert ou bleu, je ne sais plus comment il était. Le point rouge et le point bleu. J'ai vu de la mixité sociale des deux côtés, d'ailleurs je l'ai vécu des deux côtés, avec effectivement Pierre-de-Mont qui est... j'ai commencé à Pierre-de-Mont, c'était pas encore classé REP, mais ça l'a été ensuite, mais avec des effectifs effectivement assez réduits à l'époque, 98, 99, 2000. On avait des classes qui étaient effectivement à effectifs réduits. Voilà, donc c'était après, il y avait... Il y avait de la mixité sociale, il y avait mais c'était pas par exemple un quartier où il y avait, je sais pas au niveau comment on dit, des riches ou il y avait des classes moyennes et puis il y avait des classes populaires, très populaires.
C'était pas facile. Voilà, c'était pas toujours facile, mais il y avait des choses qui fonctionnaient. Et il y avait aussi des familles avec qui on fonctionnait super bien. Donc il y avait aussi il y avait un espèce de contexte, voilà, qui faisait que ça fonctionnait bien avec les familles, et du coup il y avait une confiance. Et cette confiance qui avait été construite dans cette école, c'est peut-être plus comme ça maintenant, moi je parle de quand j'y étais, cette confiance, elle était importante aussi, la confiance des familles dans l'école. Donc ça aussi, ça s'installe, ça aussi, ça se travaille dans une école. Et puis ensuite, Jules Ferry, j'ai vécu à Jules Ferry, pareil, une mixité aussi, alors pas tout à fait la même. Jules Ferry est un quartier plutôt favorisé, mais avec une certaine mixité. Je ne sais pas à quoi c'est dû, je connais pas forcément, mais je pense qu'il y a quand même, on nous dira après, mais il y a une certaine mixité avec des populations, alors là, du coup, socialement plus riches, des classes moyennes, et puis quand même quelques élèves qui viennent de milieux moins favorisés, mais des classes beaucoup plus chargées, par contre. C'est pas les mêmes effectifs, enfin c'était pas les mêmes quand je suis arrivée. Je passais de 20 élèves dans une classe à Pierre-de-Mont à 29, 30 à Jules Ferry. Mais c'était, il y avait cette mixité aussi. Ça aide forcément. Et là, je l'ai vu à Jules Ferry, ça, je l'ai vécu, ça, c'est comment les bons élèves et les très bons élèves tirent vraiment vers le haut ceux qui ont plus de difficultés. Et vraiment, c'est vrai que ça marche. Enfin, c'est important. C'est vraiment même très important dans une classe. Et important aussi pour l'enseignant d'ailleurs, qui s'appuie aussi là-dessus. Donc c'est très important. Alors là, effectivement, peut-être avec des effectifs un peu plus réduits, ça aurait été pas mal aussi d'ailleurs, parce que quand on a en CP, quand on a 29 élèves en CP, c'est beaucoup. Si on veut, si on veut aider tous les élèves, compliqué. Et puis pareil, si on veut faire une pédagogie un petit peu aussi d'éveil, qui apprennent un peu à réfléchir et à penser. Et, ça se fait pas en frontal forcément, et à 29, c'est plus compliqué qu'à 20, où on peut faire des groupes, on peut faire, parce que les élèves de CP, par exemple, moi je parle de CP parce que j'en ai eu beaucoup, quand vous avez 29 élèves dans une classe, ils sont assis là, comme ça, voilà. Vous n'êtes jamais assis, parce que vous êtes toujours debout dans une classe. Mais on leur demande quand même de rester 6 heures par jour assis à leur table. Comment c'est possible à 6 ans, enfin, donc voilà, il y a ça aussi, parce que je parle de ça, mais c'est vrai que c'est aussi ça, la pédagogie, c'est aussi savoir qu'on peut faire autrement, et que moi, ça m'a toujours fait quand même beaucoup de mal de me dire que mes élèves, il fallait qu'ils restent 6 heures par jour assis à leur table. Ce que je faisais pas d'ailleurs, j'essayais de faire autrement, mais quand on en a 29 dans une école où il n'y a pas d'espace autre que la classe, parce que c'est le cas de Jules Ferry, qui est une grosse école, qui a été une école, j'avais commencé, je suis arrivée, il y avait 16 classes ou 17 classes, on en est à 19 ou 20, il n'y a pas un local autre que la classe pour aller. Ça c'est pareil, le local est important aussi, enfin bon, tout ce qu'il y a à disposition dans une école, c'est aussi la vie de l'école. C'est tout bête, mais enfin si on veut emmener ses élèves faire autre chose dans une autre salle, on peut pas, on n'a pas cette possibilité. Donc ça aussi c'est le bâti est aussi important, le bâti scolaire. Et juste pour finir sur la carte scolaire, je voulais sur Fontenay, il y a une expérience de carte scolaire où alors je me souviens plus quelle année, mais où il y avait un changement de secteur donc le secteur du Ruy en fait pour aller vers envoyer une partie des élèves de la population vers l'école Romain Rolland, parce que l'école Romain Rolland se vidait, et moi comme j'habitais ce quartier, j'ai bien vu aussi que c'était pas si évident, parce que en fait même avec toute bonne volonté de la municipalité et de la carte scolaire, les gens qui habitaient en bas, ou à la limite, ils voulaient pas aller à Romain Rolland, et ils se faisaient des adresses. Donc il y avait des gens qui avaient des adresses dans le bas de Fontenay pour pas aller à l'école du milieu, parce que alors qu'en fait ça aurait été
qui connaissaient pas l'école Romain, ils savaient pas comment ça marchait. Donc voilà, c'était un peu. Non, mais ça a été un peu la difficulté. Et c'est vrai que cette difficulté, elle est réelle, quoi. C'est pas. Je me dis, ça fait une bonne transition, justement. Vous soignez les transitions avec Monsieur Orgevin, puisque c'était une volonté, j'imagine. Alors, vous n'étiez pas encore en place, mais c'était une volonté de la mairie de l'époque de changer cette carte scolaire, j'imagine. Donc, voilà, vous alliez. Donc, je vous laisse la parole. Vous alliez intervenir plus sur la dimension politique, justement. Donc, je prends. Merci beaucoup, bonsoir à toutes et tous. Non mais c'est intéressant les IPS parce que quand je suis allé les chercher sur l'open data de l'éducation nationale l'année dernière, juste avant de sortir et d'ouvrir le fichier, je me suis dit tiens, je vais essayer de faire moi-même le classement que j'aurais fait des écoles de la ville. Et en fait, à peu de choses près, juste en inversant Valéan A, Vallon B et Pasteur A, Pasteur B, j'ai retrouvé le classement des IPS. En fait, des IPS, ils sont venus simplement mettre une réalité objective, chiffrée, sur ce qu'on savait déjà, en fait. Voilà. Qui a une mixité sociale qui n'existe quasiment pas, et qu'à Fontenay, elle est particulièrement criante. François Dubert regardait les chiffres là sur ma feuille et disait que voilà, c'était l'école qui a l'IPS le plus bas, c'est vraiment très très bas, et que l'école publique qui a l'IPS la plus haute, c'est vraiment très très haut, c'est ça, ou relativement haut par rapport. Voilà. Donc voilà, c'est ce qu'on sait à Fontenay, on sait bien qu'il y a une géographie sociale extrêmement différenciée. Et que tout l'enjeu ici, c'est de réussir à faire tenir tout le monde ensemble et à fonctionner ensemble. Alors, quels sont les outils qu'on a à notre disposition? Bon, j'ai pas la prétention de dire ce soir, voilà, il va falloir faire ci, faire ça, et on a réglé la question de mixité sociale, absolument pas. Ce que je souhaite apporter ce soir, c'est peut-être dire quels sont les outils dont dispose une municipalité, voilà, qu'elle a à sa main et qui peuvent permettre d'agir un tant soit peu sur la mixité et aussi de corriger les inégalités de chance et de droit. Et puis, peut-être aussi envisager des outils de politique nationale qui devraient être activés à la fois dans l'éducation, point de vue scolaire, mais aussi, je pense qu'il y a d'autres outils, je pense en particulier à l'outil la politique du logement, qui est un outil, à mon avis, clé pour permettre d'aboutir à une mixité sociale en milieu scolaire. Bon, d'abord, il y a le premier levier, c'est le levier de la sectorisation. Alors, je dis sectorisation et par carte scolaire, parce que carte scolaire, c'est plutôt les ouvertures et les fermetures de classes qui sont décidées par l'éducation nationale. En général, on dit carte scolaire voilà, dans le langage courant, mais la sectorisation, c'est dans la main du maire. Ce qui n'est pas le cas d'ailleurs de toutes les collectivités, parce que par exemple, autant la sectorisation pour les collèges est dans la main des départements, la sectorisation pour le lycée n'est pas totalement dans la main de la région, elle doit se mettre d'accord avec l'éducation nationale. Pour les écoles primaires, c'est le maire qui non seulement a la main sur la sectorisation, mais aussi sur les dérogations. Voilà, il est vraiment totalement la main dessus. Bon, à Fontenay-sous-Bois, il y a effectivement une sectorisation dont le but est d'essayer au maximum de favoriser la mixité des quartiers. Évidemment, une fois qu'on a dit ça, c'est pas toujours simple parce que cette volonté, elle est parfois contrariée par la géographie sociale et je dirais à Fontenay aussi par la géographie physique. C'est-à-dire qu'on va pas faire en sorte que on va faire une carte pour que des enfants qui habitent à l'ouest de la ville aillent dans l'école à l'est de la ville. Donc il y a la carte, elle est faite, c'est moi qui l'ai faite, mais elle est faite pour que là où c'était possible, il y ait une mixité qui soit la plus grande possible. Effectivement, Romain Roland, c'est une école où on pourrait s'attendre à ce que l'IPS soit plus bas. Elle recrute dans un quartier politique de la ville, la Redoute. Et pourtant, elle fait pas partie des IPS qui sont les plus basses de la ville. Elle est même
quasiment la moyenne de la ville. Parce que voilà, le secteur, en fait, pour ceux qui connaissent, hein, voilà, il prend le quartier de la Redoute, mais aussi il va tirer assez loin sur Duruy, hein, proche de Duruy. Et donc vous avez comme ça une mixité qui se fait. Je pense même que cette mixité sera encore plus grande avec les nouveaux logements qui sont faits dans le quartier Rabelais, qui vont être livrés d'ici... Enfin, les élèves, en tout cas, rentreront normalement à la rentrée 2025-2026. Et donc, on devrait avoir une mixité qui s'améliore. Le deuxième outil qui est lié à la sectorisation, c'est les dérogations scolaires. Voilà. Je pense que c'est un outil extrêmement sensible, souvent. Chaque ville, alors il y a des critères nationaux hein, pour lesquels on peut accorder des dérogations, mais ensuite chaque ville peut plus ou moins définir ses critères. Moi personnellement, je pense que là-dessus il y a trois principes sur les dérogations. Premièrement, c'est de les accorder avec parcimonie, pour pas mettre à bas les bienfaits de la sectorisation. Voilà. Alors j'ai entendu qu'effectivement il fallait pas trop la rigidifier. Le problème c'est que si on commence à accorder aux uns, on est obligé d'accorder pour tout le monde, puisqu'évidemment il y a une égalité de traitement qui doit être faite. Donc moi je suis plutôt partisan dans ce domaine d'être extrêmement rigoureux et aussi pour ne pas créer de défiance vis-à-vis de cet outil-là, hein, parce qu'à partir du moment où vous commencez à accorder aux uns et pas aux autres, eh bien il y a un soupçon qui s'installe sur cet outil-là. Donc beaucoup de rigueur là-dedans, et puis aussi une transparence. Voilà. Et je sais pas, à Fontenay, on a mis en place une commission, par exemple, maintenant qui montre toutes les dérogations qu'on a pu accorder sur la ville. Bon. Donc la sectorisation, c'est un des outils qui évidemment n'est pas parfait parce que parfois la géographie sociale contrarie la volonté politique qu'on pourrait avoir. Au niveau national, vous en avez parlé, François Dubet, sur la sectorisation, il y a des expérimentations qui ont été mises en place, plutôt concluantes. Vous avez parlé des secteurs multicollèges qui à Paris, et ça fonctionne plutôt bien, voilà, en grande majorité. Bon, alors après, évidemment, ça fonctionne que dans un endroit où vous avez deux établissements scolaires qui sont relativement proches et qui ont des profils extrêmement différenciés. Et donc, voilà, ça fonctionne pas partout. Parfois, vous avez des collèges qui sont des établissements qui peuvent être très éloignés. Vous pouvez pas obliger les enfants à aller dans un établissement qui est très éloigné. Voilà, la proximité reste quand même une contrainte extrêmement forte. Et puis vous avez parlé de l'exemple de Toulouse aussi. Où, alors moi je serais plus circonspect là-dessus parce que je trouve que ok, donc on a détruit un collège, donc deux collèges, je crois, dans le quartier du Mirail. On a mis des bus pour que les élèves du quartier pauvre aillent vers des quartiers plus riches, quoi. Je trouve que en fait, encore une fois, c'est les plus pauvres qui doivent faire l'effort d'aller vers les plus riches. Voilà. On aurait pu envisager l'inverse, ce qui, à mon avis, aurait mis le feu aux poudres. Ce qui d'ailleurs, dans les deux cas, ça s'est pas fait sans heurts. Hein. J'écoutais moi, même le secteur multicollège à Paris, c'était extrêmement violent. Hein. J'écoutais des témoignages, des campagnes d'affichage des parents d'élèves. Ah mais bien sûr. Et je peux vous dire que rien que sur les dérogations qu'on doit traiter chaque année, les parents deviennent fous. J'en ai quelques-uns au téléphone ou dans mon bureau. C'est limite si on ne met pas en danger la vie de leurs enfants, qu'on va condamner leur vie familiale parce qu'on n'accorde pas telle ou telle dérogation. Hein. Oui, bien sûr. Levier de la sectorisation. Deuxième levier, qui pour moi à mon avis est essentiel, c'est le levier du logement. On n'arrivera à faire de la mixité sociale à l'école que si on arrive à faire de la mixité résidentielle. À mon avis, le premier outil. Et en cette matière-là, moi je pense qu'il faudra avoir une politique coercitive extrêmement forte en matière de logement, et en particulier de logement social. Il existe une loi, la loi SRU, qui oblige les communes à faire au moins 25% de logements sociaux.
À Fontenay, on doit être à 30%, 33%, voilà. Et vous avez un certain nombre de communes, alors certes c'est pas simple, parce qu'il y a des communes qui ont du retard, mais vous avez des communes qui purement et simplement refusent de construire du logement social, qui préfèrent payer des amendes, qu'elles disent exorbitantes, mais qui à mon avis pour moi ne sont pas assez exorbitantes, loin de là, pour conserver une certaine homogénéité sociale sur la ville, parce que si jamais cette homogénéité était mise en danger, il serait confronté à je ne sais quel risque. Voilà. Il y a des maires pas loin de nous, hein. C'est-à-dire qu'on est entouré dans le 94, on a même des champions du monde dans le 94 là-dessus. Moi je le dis, moi je trouve que ce sont des maires délinquants, des maires qui décident de ne pas respecter cette loi-là. Et je pense que c'est un véritable scandale. Voilà. Vous avez Saint-Mandé, vous avez Saint-Maur-des-Fossés, voilà, et à tel point que vous avez aujourd'hui le préfet qui a décidé de reprendre la main sur la délivrance des permis de construire. Alors le problème là-dessus, c'est qu'ils sont soutenus, et là je prends ma casquette de conseiller régional, au niveau régional, voilà, par aujourd'hui l'exécutif régional, et j'en veux pour preuve ce qui a été voté pas plus tard qu'en juillet dernier, qui est le SDRIF. Le SDRIF, c'est le schéma directeur de la région Île-de-France, qui en gros dit quel aménagement de la région on veut d'ici 2040. Enfin, c'est-à-dire, voilà, c'est quelle région idéale on souhaiterait d'ici 2040. Alors la région idéale, de toute façon Valérie Pécresse, c'est pas celle que je défends, vous imaginez bien. Et la région idéale de Valérie Pécresse, c'est de dire que maintenant, on ne doit plus construire plus de 30% de logements sociaux dans les villes. En gros, elle nous dit il faut que les villes se trouvent entre 25 et 30% de logements sociaux. Sauf qu'en fait, elle fait tout pour que les communes qui sont au-dessus désormais de 30% de logements sociaux ne perçoivent plus de financement. Voilà. Et par contre, toutes les communes qui, elles, ne respectent pas la loi en dessous de la loi de 25% de logements sociaux, il n'y a aucun dispositif incitatif pour pouvoir atteindre ce seuil-là. C'est ce qu'elle appelle la norme anti-ghetto. Voilà. Et c'est ce qui lui permet finalement de soutenir les maires délinquants dont je parlais tout à l'heure, et de pénaliser les communes qui, elles, sont volontaires pour construire du logement social et qui ont compris que il fallait, il y a des dizaines de milliers de personnes qui attendent un logement social en Île-de-France, et donc il faut construire du logement social. Voilà, il faut construire du logement social. Et les communes qui sont partisanes de cela, eh bien, pour moi, il faut les laisser faire. Voilà, parce que l'urgence sociale, elle est là, elle est extrêmement importante. Et donc, à partir du moment où vous avez des maires qui ne respectent pas cette obligation de construire 25% de logements sociaux, de fait, vous ne retrouvez pas de mixité sociale dans les établissements scolaires. Ok, le levier du logement. Après, il y a d'autres leviers que possèdent les collectivités, je dirais qu'ils sont un peu à la marge, mais qui peuvent agir comme des correcteurs d'inégalités. Et là, ça dépend évidemment du volontarisme politique de ces collectivités. Je donne quelques exemples à Fontenay-sous-Bois. Alors évidemment, vous allez me dire c'est epsilon par rapport à ce qu'on pourrait attendre, mais ici, par exemple, on finance des classes de découverte qui sont gratuites, et on fait toujours en sorte que quand les classes de découverte partent, on mixe une école de l'ouest de la ville et une école de l'est de la ville, de façon à ce que les élèves, alors vous allez me dire c'est pendant 15 jours, enfin au moins ils se rencontrent pendant 15 jours. Alors on essaye comme ça de mettre des petits cailloux qui sont en fait des temps où on essaye de se faire se rencontrer les deux côtés de la ville. Je pense en particulier, on a mis en place par exemple un temps de remise des diplômes du brevet, où maintenant ce sont les 3 établissements scolaires de la ville qui se rencontrent à ce moment-là.
Bon, là, vous avez comme ça des temps qui sont certes réduits, mais qui sont des temps quand même de mixité. Et puis, on essaye aussi, même si j'ai bien compris que vous étiez un peu critique, de valoriser les écoles en appuyant l'obtention d'options de classes spécialisées, dites, on dit anoblissantes, voilà. Le mot est pas... Ouais, je sais pas, c'est comme ça qu'on dit. Ouais, en plus, ça ne va pas du tout comme mot, en plus, ça ne me convient pas, mais bon. On a dit que c'était comme ça qu'on disait, mais non, mais par exemple, il y a une classe internationale, et c'est ce qu'on avait demandé au recteur, qui a ouvert au collège Jean Massé, très récemment, donc le collège le plus défavorisé sur la ville. Et de la même manière aussi qu'il y avait une classe à horaire aménagé théâtre qui faisait le pendant de la classe à horaire aménagé musique à Joliot-Curie, qui a ouvert une classe chat qui a ouvert à Jean Massé, et l'objectif des enseignants dont je faisais partie à l'époque quand ça a été créé, on s'était dit qu'en fait cette classe elle ne devait pas regrouper tous les élèves de la classe théâtre ne devaient pas être regroupés sur une seule même classe. C'est-à-dire que les élèves sont répartis sur 2 classes, on pourrait même peut-être envisager 3 classes, ça fait des emplois du temps très compliqués, et donc ces élèves en fait ne se regroupent que sur le moment de l'option. Et ça, je pense que ça peut être une possibilité. Je sais plus, toujours le proviseur de Joliot-Curie aussi m'en parlait, la classe CHAM c'est une seule et même classe, mais on pourrait tout à fait envisager d'éclater ce groupe-là en plusieurs classes. Alors, c'est pas simple sur les emplois du temps, et parfois il y a aussi une réticence des enseignants, parce que comme ce sont des classes avec une certaine population, des fois c'est plus confortable aussi. Et je peux le dire, parce que voilà, je suis enseignant moi-même, donc. Mais voilà, je pense que ça, quand on a ces classes spécialisées, il faut au maximum essayer sur les temps qui ne sont pas les temps de l'option d'éclater la population. Voilà. Et puis le dernier levier, c'est le mettre à contribution le privé. On a parlé tout à l'heure de Savary et donc de la loi Savary aussi de 1984, en fait, qui reste comme un traumatisme. Voilà. Un triomphe de façon ironique, et donc un traumatisme aujourd'hui, et qui fait que voilà, on a du mal à s'y attaquer. Pape Ndiaye a tenté, un tant soit peu, de s'y attaquer, et puis hop, à partir du moment où ça a été fait, on l'a vite remercié, et on l'a remplacé par... Peut-être juste si vous pouvez rappeler en 2 mots la loi Savary. C'était une loi qui visait à faire un grand service de l'éducation, en fait, unifié, quoi. C'est ça ? C'est une Voilà, loi. privé, public. Oui, c'était un projet. Il faut rappeler que c'est une loi que Rapide. Savary ne voulait pas, Ah oui. donc Mitterrand ne voulait pas, mais dont les plus laïcs du PS ont voulu, et ça s'est terminé par la plus grande manif qu'il y a jamais eu en France. 1 million de personnes, non pas au nom de l'école catholique, mais au nom de l'école libre. Et ça s'est terminé par un contrat beaucoup plus favorable à l'école libre qu'il était avant. Donc c'est une défaite totale. On a remis le couvert en 89 avec une loi encore plus favorable. Et si j'ai un conseil à donner aux dirigeants politiques, ne vous y prenez pas de cette manière, parce que la bataille est perdue d'avance. Voilà. C'est une défaite inimaginable. Alors, il faudra peut-être pas s'y prendre de cette manière, mais moi, je pense qu'il faudra s'y prendre. Voilà, Voilà, on est d'accord, ah oui. Non, parce qu'en fait, le privé, il fait pas mieux que le public. C'est-à-dire que certes, les élèves ont des résultats qui sont meilleurs, mais à niveau social égal des parents, le privé ne fait pas mieux. Voilà, les élèves ne sont pas plus performants lorsque on compare toutes choses étant égales par ailleurs. Donc, ça veut dire que le privé, finalement, il y a une sorte de mythe que le privé serait meilleur parce qu'il y aurait une pédagogie différente, ce qui n'est pas vrai d'ailleurs parce que les enseignants ont la même formation, ou qu'il y aurait une plus grande discipline, etc. Mais en fait, quand on regarde les choses dans le détail, les résultats sont meilleurs simplement parce qu'il y a un effet de sélection sociale qui se fait à l'entrée. Voilà.
Et donc finalement, c'est assez intéressant de voir que c'est l'éducation nationale elle-même qui organise sa propre concurrence, voilà, avec le privé, une concurrence finalement déloyale. Je dis déloyale parce que le privé a davantage de subsides que le public. Vous savez que par la loi, et on aura le débat jeudi au conseil municipal, donc c'est bien, ça revient tous les ans. Par la loi, les collectivités sont tenues de donner aux établissements privés sous contrat autant d'argent qu'elles donnent pour un élève dans le public, voilà, sur leur territoire. Donc à Fontenay-sous-Bois, je crois que pour un maternel coûte entre guillemets à peu près 1 000 €, je crois, et c'est un peu moins pour les élémentaires. Ça veut dire qu'on multiplie ça par le nombre de maternelles de l'école privée Jeanne d'Arc, le nombre d'élèves élémentaires de l'école privée Jeanne d'Arc, et puis ça fait une certaine somme qui est donnée chaque année à l'école Jeanne d'Arc. Bon, si c'était encore que ça, à la limite, pourquoi pas, mais, je suis pas vraiment d'accord, mais bon, pourquoi pas. Mais vous avez des collectivités qui vont au-delà de la loi, qui donnent des subventions extra-légales. Et c'est là que revient ma copine Valérie Pécresse, qui, elle, décide de donner des subventions dites extra-légales, c'est-à-dire au-delà de ce qu'on appelle le forfait d'externat. Normalement, en fait, elle ne doit fournir que une subvention qui corresponde qu'aux frais de fonctionnement de l'école. Elle décide en fait aussi d'apporter des subventions d'investissement pour les lycées privés, voilà, pour les bâtiments en fait. Et donc, il fait que aujourd'hui, on a du mal à avoir les chiffres exacts, mais on peut dire que globalement, aujourd'hui, les élèves franciliens du privé sont plus financés par la région que les élèves du public. Voilà, et puis vous ajoutez à ça, bien sûr, l'argent qui est apporté par les parents, puisque c'est un coût. Et donc, vous voyez que les moyens entre le public et le privé sont sans commune mesure. Donc oui, je ne sais pas comment il faudra s'y prendre, je n'ai pas totalement réfléchi, mais bien sûr qu'il faudra mettre à contribution le privé, malgré les freins énormes qui existent. Bon, voilà quelques pistes d'action et leviers qui existent ou qui devraient exister, que j'ai essayé de tracer. Merci beaucoup. Alors, je vous propose maintenant un petit exercice qu'on avait déjà fait une fois pour ceux qui sont déjà venus à d'autres universités populaires, de vous réunir par petits groupes de 4, 5 et d'échanger. Et après, on viendra vous poser des questions. Donc, dans ces petits groupes, on vous propose de répondre à 3 questions. C'est qu'est-ce qui a retenu votre attention ? Qu'est-ce qui vous a donné envie de mieux connaître ou envie de faire ? Et quels sont les points à éclaircir avec les intervenants ou les suggestions que vous voudriez partager ? Voilà. Et donc, c'est bien qu'il y ait quelqu'un dans le groupe qui puisse être porte-parole de votre petit groupe. Voilà, si tu veux bien me dire. Donc, des petits groupes de 4 en proximité. Oui, après, ça peut être un peu plus nombreux si vous voulez. Hein. Mais non, mais voilà, 3, 4, 4, 5. Donc en fait on n'a pas très longtemps non plus, on va se donner 10 minutes maximum pour ce petit temps d'échange. Voilà. Attirer notre attention, c'est d'une part la contradiction qui a été évoquée entre les convictions personnelles et les pratiques individuelles. Ça a été très fortement avancé, je crois qu'on a retenu ça dans notre petit groupe. Et puis, deuxième idée forte qu'on a retenue, contrairement aux idées reçues, la mixité scolaire ne freine pas la réussite scolaire
et favorise en même temps la réussite des plus faibles. Donc ça, c'est les deux idées qu'on a retenues de l'exposé de François Dubet. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de mieux connaître, etc. Bon, M. Dubet va se fermer les oreilles. C'est diffuser les travaux de François Dubet. Et puis, deuxième point qui nous a donné envie, c'est travailler au niveau local. Voilà. Donc ça nous a bien... Enfin, il me semble que là-dessus, on peut continuer à s'interroger et avoir envie d'explorer cet axe-là. Voilà. Quels sont les points à éclaircir avec les intervenants? Alors, faire évoluer les pratiques pédagogiques. Voilà, on est resté là, mais ça nous a paru utile ça nous paraîtrait utile d'approfondir cet aspect des choses, faire évoluer les pratiques pédagogiques des enseignants et aussi de la gouvernance des établissements, on peut dire. Voilà. Merci. Peut-être on va faire un deuxième groupe, et puis comme ça on fera les deux autres après. Qui? C'est moi qui ai écrit, mais ce sera peut-être moins carré. On a eu plein d'idées, on est allé un peu dans tous les sens, mais on va quand même partager ce qu'on a dit. Donc déjà, la notion aussi que la mixité sociale était, dans la société en elle-même était aussi un prérequis à la mixité scolaire et l'importance des volontés politiques fortes. Ce qu'on s'est aussi beaucoup redit, c'est qu'on trouvait que les leviers étaient vraiment locaux, y compris à Fontenay, sur une ville qui est très diverse en termes de milieux sociaux. Est-ce qu'il n'y a pas des solutions aussi sur la sectorisation qui pouvaient être trouvées? Et puis on a beaucoup échangé sur des exemples, notamment l'exemple du nouveau lycée international de Vincennes. Il y a des choix qui ont été faits de ne pas envoyer les enfants du vieux Fontenay, mais au contraire de permettre à des enfants de Montreuil d'y aller. Donc voilà, c'est pas des vraies questions, mais c'est une réflexion. Merci. Ou alors je continue, si on va faire ça. Alors. C'est plus des réflexions. On a dit tous, et puis après la question. Oui. Bon, on va parler d'une voix, effectivement, alors nous, c'est un groupe un peu particulier, mais on a échangé entre élus et puis avec une ancienne professeure du lycée Pablo Picasso, qui a connu effectivement un temps très long, des années 70, je crois, jusqu'au début des années 2000, où vous avez fait toute votre quartier. On est parti d'un constat avec Geoffrey Guéniche, effectivement, enfin, la mixité sociale, c'est déjà une réalité, y compris dans le Bas-de-Fontenay, puisque l'école Pasteur est sans doute l'une des écoles les plus mixtes, sinon la plus mixte de la ville. Alors, j'ai pas l'IPS en tête, mais on est, je sais pas si on est à 110, entre 110 et 120, j'imagine, mais on n'est pas à 80, on n'est pas à 130. 130. C'est plutôt très haut. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'IPS, je crois que dans les établissements privés du Fort Vincennes, je crois que c'est 145, je crois qu'on a 145 dans le maximum autour. Non, faites pas le coup, les riches, c'est les autres, c'est nous. Non, c'est le constat parce qu'elle a un public, effectivement. Alors, le constat qu'on se faisait, c'est qu'elle est mixte, mais le public qu'elle a, le public riche, il n'est déjà plus là en primaire. C'est-à-dire qu'il a déjà quitté la ville, contrairement. Il a quitté les structures d'enseignement de la ville. Donc, ce sont les classes moyennes supérieures, qui sont encore là à l'école primaire et que vous n'aurez plus après au collège. Parce qu'au collège, on partira ailleurs. On les a encore à Fontenay, effectivement, dans le primaire, au moins dans ces quartiers-là. Je ne sais pas si c'est le cas, effectivement, pour Ferry aussi, voire du Rhuic. Alors après, au collège, c'est peut-être autre chose. Et après, la réflexion qu'on avait, au-delà de ces aspects-là, on a bien entendu les propositions, les suggestions d'action locale sur la sectorisation. Je crois que M. Dubet, vous avez tout à fait raison. Enfin, il y a quelle carte scolaire, quelle sectorisation peut-on avoir, ferme, pas ferme,
Je pense qu'on est arrivé aujourd'hui à un point de non-retour qui est très fort, avec une question qui se pose, quelles perspectives, parce que prospective et quelles perspectives peut-on avoir, parce que les solutions ne seront pas forcément locales. Alors, on a certes des leviers, mais des leviers qui sont très réduits. Les classes de découverte, c'est une bonne idée, effectivement, mais on peut pas faire plus, on peut pas faire mieux, et ça concerne que quelques élèves, quelques dizaines d'élèves sur 2 semaines. Donc effectivement, nous aurions souhaité avoir effectivement le point de vue de M. Dubé sur la perspective qu'il envisage à un moment où effectivement on pense qu'on a atteint un point de non-retour sur cette question de la mixité. Merci. Ah, ben voilà. Oui, alors, petite synthèse de nos discussions. Tout d'abord, ce qui se passe en France, eh bien, la constatation, c'est qu'il y a un aspect international. On avait une de nos membres qui a enseigné au Chili, c'est exactement la même concurrence entre le public et le privé, et entre établissements du public. Le privé domine le Chili. Voilà. Et puis aussi, ce qui a été retenu dans les exposés, c'est l'ignorance des vertus de la mixité sociale par les parents. On sous-estime ce que la mixité sociale peut apporter. Ce qui a frappé aussi, c'est que des moyens, ils sont peut-être limités, mais ils existent. Ils existent au niveau local, on peut faire des choses. Et ce qui s'est passé à Toulouse, par exemple, a retenu l'attention. Et puis aussi la question des pratiques pédagogiques qui a été évoquée, c'est-à-dire que est-ce qu'en changeant de pratique, on peut favoriser l'apprentissage des élèves qui viennent des classes défavorisées et réduire les inégalités scolaires par les pratiques d'enseignement? Et vous avez dit qu'on revenait continuellement aux savoirs fondamentaux, mais qu'enseigner d'autres? Est-ce qu'on peut approfondir cette question? Et puis, vous avez abordé aussi la question d'une culture commune. Effectivement, elle est unificatrice, cette culture, mais comment la définir, par qui? Et on s'est posé des questions. Alors, je commencerai par en poser une, et puis je passerai la parole à ceux qui étaient à VSE et celles qui étaient avec moi. Un remède que vous n'avez pas abordé, c'est la pratique à Fennet à Paris, qui paraît intéressante. C'est-à-dire que, et j'ai vu qu'elle se faisait aussi dans le Val-de-Marne, dans diverses académies, c'est-à-dire que sur le passage collège-lycée, on affecte à chaque collège 4-5 lycées, plus ou moins prisés, et les critères d'entrée dans un lycée donné, normalement c'est le carnet, le mérite, mais là on y ajoute la provenance, l'IPS du collège de provenance, et on donne un avantage à ceux qui viennent de collèges défavorisés. Mais à ce moment-là, on va avoir dans le lycée des élèves qui vont peut-être avoir des niveaux différents. Alors, justement, c'est à débattre, mais vous avez dit vous-même que ceux qui venaient des quartiers défavorisés, en général, ils avaient un moins bon niveau, qu'il y avait une relation entre milieu social et niveau scolaire. Vous l'avez dit vous-même. Et donc, là, en posant cette question, je pense à l'expérience de Sciences Po et de Richard Descoings. C'est-à-dire qu'il y avait au départ des élèves d'un autre niveau qui sont rentrés à Sciences Po, mais tout au long de leur scolarité, ils ont été suivis. Il y a eu un tutorat qui a été très fort, et ça pose le problème d'une discrimination positive une fois qu'on a réalisé une certaine mixité sociale. C'est la question que je voulais poser. Et il y en avait d'autres qui brûlaient les lèvres. Je passe. Très rapidement. J'aurais voulu qu'on me donne une explication sur le fait que notre école républicaine égalitaire et fraternelle est finalement la plus inégalitaire des pays de l'OCDE. Comment ça s'explique? Non, c'était deux maximum.
On va donner la parole aux intervenants et comme ça, si on a encore du temps, on pourra refaire un tour de questions. Voilà. Alors, je vous laisse librement. Je vous laisse librement intervenir. Vous pouvez le faire. Voilà. Évidemment, il y a beaucoup de questions. Il y a beaucoup de questions. Alors, faire évaluer les pratiques pédagogiques, c'est très compliqué. Moi, je crois qu'il y a un problème qui me choque beaucoup, c'est la formation professionnelle des enseignants. Je veux dire que si les pilotes de ligne et les médecins étaient formés comme les enseignants, je ne prendrais pas l'avion. Voilà. C'est-à-dire que si, non, pour arrêter de plaisanter, si l'enseignement est un métier s'apprend dans une école professionnelle. Alors on a des modèles, toujours les mêmes, pénibles, les Finlandais. Après le bac, vous passez un concours, vous entrez, un tiers de votre temps, ce sera l'apprentissage d'une discipline, un tiers de votre temps, c'est de la pédagogie, de la psychologie, un tiers de votre temps, c'est en stage, il n'y a plus d'inspection, vous êtes professionnel, la pédagogie, c'est votre job, vous êtes formé. En France, on vous donne un niveau académique relativement élevé, mais les déficits de concours font qu'on n'arrive même plus à recruter au CAPES. Et ensuite, vous avez un peu de stage. Et d'ailleurs, quand on interroge les étudiants qui sortent des ISP, ils disent qu'ils rentrent dans les professionnels, ils disent que leur niveau académique leur convient, que leur niveau professionnel ne leur convient pas, dans un cas sur deux. Voilà. Donc, je pense qu'il y a ça. La seconde question, où je passe pour un libéral fou, c'est qu'on a une injonction qui consiste à dire il faut que les établissements soient des communautés éducatives et un mode d'affectation des enseignants qui fait que ça marche quand ça marche. La France est le seul pays, à ma connaissance, des pays comparables, dans lesquels ce ne sont pas les établissements qui recrutent les enseignants. Et alors, ça, quand je dis ça, évidemment, je suis Bolsonaro de la sociologie. Mais je vous dire, c'est-à-dire que dans les pays normaux, vous apprenez votre métier d'enseignant, les établissements disent j'ai besoin d'un prof d'espagnol, vous êtes candidat, on vous dit voilà comment on travaille chez nous, rassurez-vous, il y a une convention collective qui fait de salaire. Alors on me dit toujours, mais dans ce cas, personne ne voudra aller bosser dans le 93. Eh bien justement, il faudra payer les enseignants du 93 mieux, les loger, etc. etc. Autrement, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, un collège de centre-ville non REP coûte plus cher qu'un collège REP plus de banlieue, parce que d'un côté, les enseignants sont chers, parce qu'il y a des classes européennes, et de l'autre côté, c'est des gens qui débutent, qui sont extrêmement dévoués, mais dont la seule idée, c'est quand même de se casser. Bon, donc, voilà. Alors, dire, je ne l'ai pas dit parce que je vais me faire fusiller par la FSU, mais... Et par vous, et par la salle, mais il y a des moments où quand même il faut regarder un peu ce qui se passe ailleurs. Bon voilà, alors, je réponds très rapidement à ça. Sur le privé, je pense qu'il y a des manières de trouver des solutions. Sur la culture commune, ça veut dire une chose très simple. Ça veut dire que vous acceptez de dire, tant que c'est la culture commune, grosso modo jusqu'au collège, il n'y a pas de tri. Il n'y a pas de tri. Et évidemment, le problème de l'école française, c'est qu'elle trie dès la grande section maternelle. Voilà. Alors, pour que l'école, elle trie implicitement, évidemment. Donc, si vous ne voulez pas que l'école, si vous faites une culture commune, vous dites c'est une culture commune, et vous n'êtes plus défini par un programme, mais par un curriculum. C'est-à-dire que vous dites, voilà les savoirs, les compétences, les savoir-être que j'attends que tous les citoyens de ce pays possèdent. Et une fois qu'ils les possèdent, ensuite, ils rentrent dans une compétition méritocratique, si on veut, mais on donne un SMIC. On donne quelque chose qui est commun à tous. Quand je dis ça, je préfère vous dire que je ne suis pas non plus extrêmement populaire, parce que je fais des séries niveaux, et là j'ai à la fois le SNES et puis le pétrole sur le dos. Non. Oui, mais moi je lis la presse. Donc, je dis moi, je ne suis pas tout seul, évidemment, mais voilà.
Donc c'est un choix. Mais si l'école est une machine à trier, vous n'aurez la rationalité des gens, c'est que je me logerai en fonction de la qualité de l'école, je choisirai telle discipline en fonction de sa rentabilité sélective, etc., etc. Donc c'est un choix. Et ce choix, je crois qu'il faudrait le faire parce que l'école, dans la vie, ira de moins en moins bien. Voilà. Sur AFELNET, alors c'est assez intelligent AFELNET parce qu'on fait venir des boursiers, mais des boursiers bons élèves. Je vous rappelle qu'il y a eu une pétition de la CPE, de la FCPE et du SNES, de Louis Legrand et d'Henri IV, contre AFELNET, parce qu'ils disaient quand même, nous, on les choisit mieux. Pourtant, on choisit nous-mêmes. Donc, c'était mieux. Et ils ont été très rassurés parce qu'on leur a imposé quelques gosses de pauvres, c'est-à-dire des boursiers de bas niveau, c'est-à-dire des gosses d'Estique. C'est pas le prolétariat, mais qui avaient des notes extraordinaires. Alors le problème, évidemment, c'est que vous avez une révolte de ceux qui disaient « j'habite dans le quartier, c'est ma tradition familiale » et paf, moi je ne peux plus rentrer dans le collège. On a plein de paradoxes comme ça. On a un paradoxe qui est assez marrant, avec Parcoursup, qui a plein de défauts. L'université de certaines formations de Paris 1, du Panthéon, sont allés chercher de bons étudiants de banlieue. C'est vachement bien. De bons étudiants de banlieue qui n'arrivaient pas à franchir le périphérique sont en vrai Panthéon. Paf, les facs de banlieue, Nanterre et autres, piquent une crise parce que ça leur a piqué leurs meilleurs étudiants. Ça a fait baisser le niveau. Donc, quand vous jouez dans un truc comme ça, il faut quand même toujours savoir que c'est quand même un peu des jeux à somme nulle. Vous avez du gagnant. Pardon, donc je m'arrête là-dessus, mais moi je suis plutôt pour des systèmes comme AFELNET, c'est plutôt mieux que les fausses adresses dans le 6e arrondissement, etc., etc. Alors, dernier point sur cette énigme. Pourquoi l'école française... Alors, il faut dire les choses précisément. Pourquoi l'école française est plus inégalitaire que ce que supposerait l'amplitude des inégalités sociales en France? C'est-à-dire qu'il y a des pays qui sont plus inégalitaires socialement que nous, et qui scolairement sont moins inégalitaires que nous. Le Canada est plus inégalitaire que nous socialement, moins inégalitaire. Ça me fait mal au cœur, parce que je ne sais pas à quel point l'Angleterre elle-même, pays lequel il y a tous les vices, il faut bien dire. L'Angleterre elle-même est moins inégalitaire. Alors pourquoi ça? Moi je crois qu'il y a un tas de je pense que ce qu'on paye, c'est la norme élitiste. C'est-à-dire qu'en France, l'idée du programme et l'idée de l'excellence, il est normal qu'une école veuille fabriquer des élites. Je suis très content qu'il y ait des élites scientifiques, intellectuelles, mathématiques. Mais l'élitisme républicain, ça veut dire que tout le monde a le droit, voire le devoir, d'accéder aux élites. Et que donc, la norme de l'excellence scolaire, la norme du programme, est définie par les élites. Et on est scandalisé qu'il n'y ait pas beaucoup de pauvres à Sciences Po, ce dont je me fous. Parce que ce qui me choque, c'est qu'il n'y a que des pauvres dans les lycées professionnels. Je me fais horreur. Or, ce qui scandalise les Français, c'est pas qu'il y ait que des pauvres et des immigrés dans les lycées professionnels. C'est que s'il y en avait 10 de plus à Sciences Po, ça serait tellement plus chic. Alors évidemment, vous comprenez ce que je veux dire, je suis pour gagner à Sciences Po. Mais on a cette manie. Et demain, il y aura un débat sur les programmes. Et vous verrez que la rhétorique sera de dire on baisse le niveau en baissant les programmes, et que, au fond, l'idéal, c'est que le programme permette à tout, c'est formidable comme ambition, à tout petit Français qui rentre en 6e de prétendre commencer à acquérir le niveau de mathématiques qui lui permettra de faire Polytechnique. C'est ça l'idéal. Évidemment, il est rare qu'il y parvienne, et pendant ce temps, tous les autres échouent. À quoi ça servirait? Voilà. La question politique est là, à quoi ça servirait? Mais vous avez raison. Mais quand j'entends dire, les gens les plus diplômés gagnent plus que les autres, donc si tout le monde était très diplômé, tout le monde gagne plus que les autres, c'est un raisonnement que je ne supporterai pas chez un gamin de CM2. Bon, les économistes le disent tous les matins. Et quant aux hommes politiques, ils le rabâchent sans même y réfléchir à ce qu'ils disent. Donc,
je crois qu'il faut quand même... ça m'énerve trop, ça, parce que ça fait des années que ça dure. Qu'est-ce qui s'est passé en France? Il s'est passé qu'on avait un système de lycées bourgeois réservé aux élites, etc., les héritiers Bourdieu. Bon, c'était ça, le monde français. On a massifié le système, on a multiplié le nombre de bacheliers par 8, le nombre d'étudiants par 10, en disant on ne touche pas. On ne touche rien. Je donne juste pour me calmer, simplement. Quand on a créé le collège unique, on a dit c'est l'héritier de l'école primaire, tout le monde ira. Mais rassurez-vous, ça reste le petit lycée bourgeois. Et les programmes du collège resteront les programmes du lycée auxquels accédaient 10% des élèves. Les profs ont été au texte zéro vol. Évidemment, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu arriver, ils avaient d'un côté des programmes qui étaient faits pour entrer en Henri IV, et de l'autre, des gamins qui ne savaient même pas que Henri IV existait. Je veux dire l'autre, celui qui a été assassiné. Ça remonte à 62, ça, quand même. Mais c'est une très belle histoire. Mais quand je dis ça, enfin, je ne suis pas seul à dire ça. Quand on dit ça, je vous assure que vous n'imaginez pas à quel point vous heurtez l'imaginaire national, la représentation que la France a d'elle-même, ce pays qui a été fait par son école, etc. Donc, on peut le dire ici parce qu'on est civilisé, mais c'est très très difficile de le dire parce que si vous dites la production de l'élite ne doit pas commander la totalité du système, vous renoncez à l'ambition extraordinaire qui fait que chacun a le droit, voire le devoir, d'y accéder. Tant pis si c'est comme la bataille de Verdun, il y a que des morts à la fin. Peut-être si on veut... Oui, voilà. Non, mais c'est bien aussi, on profite de votre présence. Je sais que Cécile Quinson avait quelque chose, c'était sur la formation, je crois que tu voulais intervenir. Mais voilà. Oui, sur non, mais c'est des questions sur la formation des enseignants, sur l'évolution aussi des pratiques pédagogiques. Je parlais tout à l'heure du retour sur les fondamentaux. C'est pas la première fois qu'on a les retours sur les fondamentaux. C'est quoi les fondamentaux en fait? Voilà, c'est le programme établi effectivement depuis des décennies. Quand je parle d'évoluer des pratiques pédagogiques, c'est faire appel aussi aux différents courants pédagogiques qui permettent justement d'élargir un petit peu aussi les pratiques, c'est-à-dire qu'on peut... il y a les pédagogies freinées, oui, bien sûr, ça fait partie, oui, des pédagogies alternatives aussi qui vont vers... Je pense que effectivement, la culture commune, c'est, on n'y est pas pour l'instant dans nos pratiques pédagogiques, mais c'est quelque chose qui pourrait être vraiment donné à tous, et peut-être qu'on pourrait ensuite, voilà, aller plus peut-être vers des apprentissages plus ciblés, mais au départ, enfin, en maternelle et même en élémentaire, hein, quand on voit qu'on fait des évaluations en petites sections, enfin, je sais pas, mais il me semble qu'il y a des évaluations en petites, en moyenne, en grande section, enfin, on évalue déjà à tous les niveaux. Avec les cahiers d'évaluation, c'était quand même... c'était quand même des formes d'évaluation. Est-ce qu'on a besoin d'évaluer tout le temps les élèves? Est-ce qu'on peut on pourrait avoir des programmes qui permettent de ne pas être obligé de les évaluer, en fait? De dire, bah voilà, on va faire ça, on fait ça, on apprend ça, on va apprendre, on va avoir tout ça à apprendre, et on va former les enseignants, parce que c'est pareil, la formation enseignante, effectivement, nous, quand on les voit arriver, ils ont Bac plus 5, ils arrivent sur le terrain, les stagiaires, ils pleurent toute l'année, parce qu'en fait, ils n'en peuvent plus, parce qu'on leur met la pression. C'est très très compliqué ce qu'on appelle l'année de stagiaire, puisqu'ils ont leur Master 2, donc ils passent le concours. Alors, on va revenir un peu là-dessus, je pense, là, c'est prévu qu'on revienne un peu sur ce Master 2 et ce concours, mais c'est pas l'idée qu'on se fait d'une formation enseignante, effectivement. Enfin, ça s'apprend aussi sur le terrain. Et c'est pas non plus l'idée de les mettre directement sur les terrains sans avoir non plus une formation. Enfin, il y a les deux, on va de l'un vers l'autre.
c'est un métier qui s'apprend. Ce qu'on voit aussi avec l'arrivée des contractuels, on a de plus en plus de contractuels. D'ailleurs, les postes au concours, maintenant on dépasse le nombre de contractuels, c'est plus important que le nombre de postes au concours, de collègues qui arrivent du concours. Donc, en primaire, à tous les niveaux. Ouais, à tous les niveaux. Sur les nouveaux entrants, c'est-à-dire que l'an dernier, on a eu plus de contractuels dans le Val-de-Marne que de sortants du concours, en stagiaire. Donc, ces contractuels qui arrivent pareil, ils arrivent, ils ne sont pas formés. Donc, aussi une dévalorisation de notre métier, parce que nous, finalement, c'est quoi alors? On est des professionnels, voilà, comme c'était. Il y a aussi une perte de reconnaissance aussi du métier. Bon, moi, je ne veux pas aller là-dessus, mais enfin, en tout cas, la formation des enseignants, oui, c'est effectivement revoir, mais développer. Je trouve que revoir nos pratiques pédagogiques, c'est aussi revoir la façon dont on accueille les élèves, dont on donne un sens aussi au fait d'aller à l'école. Quand on est un élève en difficulté, par exemple, et qu'on est confronté à une classe où finalement on ne va pas nous apporter autre chose que les fondamentaux et qu'on va continuer à plonger parce qu'on va y arriver, c'est horrible. Enfin, je veux dire, c'est pas ça l'école. Ça devrait pas être ça l'école. L'école, ça devrait être l'ouverture plutôt vers plein de découvertes, plein de choses qui permettent d'ouvrir un petit peu l'esprit, d'apprendre à apprendre. À un moment donné, on avait ça à apprendre à apprendre. On faisait justement des moments où on faisait des moments dans nos classes, des moments de journée où on leur apprenait à apprendre. Mais apprendre à découvrir, apprendre à manipuler. Enfin, c'est tout ça la pédagogie autrement. C'est pas que. Et je voulais dire une dernière chose, mais ça m'est sorti de la tête, donc c'est pas grave. Peut-être si ça te va bien. Alors, on va passer la parole à Monsieur Urbain. Voilà. Peut-être aussi sur cette dimension locale, je ne sais pas. Enfin, il faut que je fasse vite ou. Donc, je vais faire vite alors. Non, peut-être sur les points qui ont été évoqués concernant les établissements locaux. Effectivement, Jean Pasteur, oui, là aussi, il y a un point de mixité qui n'est pas aussi fort, à mon avis, qu'à Romain-Rolland, mais voilà, il y a une des deux écoles de Pasteur, je ne sais plus laquelle, qui recrute en particulier sur la cité Pasteur, la cité Pasteur. Et donc, de ce fait, il y a une mixité qui se joue à ce niveau-là. Et c'est ce qui, d'ailleurs, nous a amené à réfléchir avec l'inspection de l'éducation nationale. Vous savez qu'il existe des pôles MTA, on appelle les pôles moins de 3 ans, on appelait avant les très petites sections, les TPS. On en a 3 sur la ville. Ces pôles sont situés obligatoirement en réseau d'éducation prioritaire, mais par contre, ils recrutent en priorité dans le réseau d'éducation prioritaire, mais ils peuvent recruter ailleurs. Et l'année dernière, les critères qui ont été définis, surtout par l'éducation nationale, étaient assez stricts. Voilà, et on a recruté uniquement sur la REP, et si bien que les pôles n'étaient pas complètement pleins. Et donc là, en rediscutant avec l'éducation nationale, on s'est dit qu'on allait pouvoir ouvrir à d'autres secteurs, et en particulier les secteurs qui sont situés sur les secteurs QPV, qui ne sont pas forcément en réseau d'éducation prioritaire, exemple la Redoute, pour permettre d'accéder à ces zones-là, ou aussi à ce type de quartier comme Pasteur, lorsque les enseignants nous indiqueront que des enfants seraient tout indiqués pour entrer en pôle MTA. Donc je pense aussi, vous parlez de ces espaces de mixité sociale, ces pôles MTA, lorsqu'ils ne recrutent pas uniquement sur la REP, peuvent être aussi un moment à l'entrée du parcours scolaire, un moment de mixité sociale, parce qu'il y a une grande demande des familles pour pouvoir y accéder. Voilà, il a été évoqué le lycée international de Vincennes, qui n'est pas un lycée international, qui devait être un lycée international, et puis c'était l'ambition politique, et puis ensuite l'éducation nationale a dit non, il ne faudra pas que ce soit un lycée international. Donc c'est un lycée banal, avec 2 sections, une section internationale, on ne sait pas trop encore. Et effectivement, là, c'est le recteur qui a fait la sectorisation scolaire avec un objectif qui était celui de la mixité sociale.
n'était pas forcément l'objectif politique de départ affiché, et qui a imposé que le lycée Pablo Picasso reste le lycée de secteur pour les 3 collèges de la ville de Fontenay. Oui, je sais bien. Voilà. De façon à conserver une mixité sociale à Pablo Picasso et à pas déshabiller ce lycée des élèves de l'ouest de la ville. Qui a imposé, c'était pas prévu au départ, qu'il y ait des élèves de Montreuil qui aillent dans ce lycée de Vincennes, et qui a, j'ai une proposition, mais qui a implanté une classe internationale britannique au collège Jean Massé pour permettre à ses élèves d'avoir un accès privilégié aux sections internationales du lycée de Vincennes. Donc, voilà, il y avait cette volonté du recteur, monsieur Overlo, qui aujourd'hui est parti, de faire en sorte de garantir la mixité, que ça ne déséquilibre pas tout. Voilà, bon, je pense que j'ai déjà dit pas mal de choses. Alors, on me dit qu'il vaut mieux arrêter. J'aurais voulu peut-être donner quand même éventuellement. Oui, parce qu'il y avait peut-être quelques personnes qui auraient voulu poser une question petite. Enfin, je sais pas. Si vous voulez. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions courtes? Mais c'est pareil. Voilà. Non, mais je voulais pas faire de frustration. C'est ça. Alors, on dit questions courtes et réponses courtes. Au passage, je ne suis pas maître de la réponse. Moi, je voulais continuer sur ce que disait M. Dubet, à savoir que on fait des programmes qui se veulent toucher le ciel pour permettre justement aux élites d'arriver à être compétitives sur l'international. En fait, il me semblait que cette façon d'envisager l'éducation était parfaitement en accord avec le modèle ultralibéral, capitaliste des choses dans lesquelles il n'y a que des entrepreneurs qui comptent, les gens qui réussissent, et puis ceux qui sont rien, eh bien on n'en a rien à cirer. Alors je ne sais pas si c'était vraiment une question. Oui. Donc, j'ai quand même envie de dire un mot parce que vous avez raison, mais je crois que c'est plus ancré dans la tradition républicaine française que dans le néolibéralisme. Voilà. Donc ça peut aller très bien ensemble, mais les racines historiques et la résistance de ce modèle, c'est plutôt dans le cœur des traditions républicaines que dans... Aujourd'hui, on observe, pardonnez-moi de le dire, pour les élites, on observe des stratégies pour leurs gosses complètement internationales, ils n'ont plus grand-chose à faire de ce genre d'histoire. On va vous remercier beaucoup pour être venus. Merci aussi au public. Je rappelle qu'il y a quelques livres. J'ai entendu tout à l'heure que certains se sentaient de diffuser la pensée de François Dubet. Donc voilà, si vous voulez la connaître mieux, vous pouvez aller acheter des livres. Voilà, merci.